Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Malabo en Guinée équatoriale. Beaucoup de téléspectateurs se demanderont pourquoi une émission aujourd'hui, dans quel cadre ça se situe, question légitime. Et qu'ils vous souviennent, le 24 avril dernier, le peuple équato-guinéen s'était rendu aux urnes pour élire son nouveau président. Processus électoral que vous avez suivi entièrement sur Africa 24, bien entendu. L'élection est terminée, les résultats sont connus et le président Obiang Nguema Bazogo a été réélu avec un score de 93,7%, score sans appel, bien entendu. Et c'est demain, vendredi 20 mai, que le nouveau président sera investi dans ses nouvelles fonctions. Événement majeur, bien entendu, auquel Africa 24 s'est associé en se posant une question majeure. Qu'est-ce qui a été fait ces dernières années? Question qui se résume en termes de le bilan du président Obiang Nguema au pouvoir. Et pour cette question, nous avons identifié 3 personnalités majeures de ce pays. Il s'agit de 3 ministres. D'abord le ministre des Finances, ensuite le ministre de la Pêche et également le ministre des Affaires étrangères. Ces 3 personnalités seront avec nous et vont se succéder sur ce plateau. Mais je ne serai pas seul à leur poser des questions. Je suis accompagné de 2 éminents confrères, 2 éminents journalistes qui officie ici en Guinée équatoriale. D'abord, il s'agit de M. Santiago Ngoua, qui est journaliste ici. Merci de vous être associé à nous pour cette émission. C'est vous que je remercie. Également, nous sommes avec M. Samuel Obiang, il est également journaliste, il est même le correspondant de la radio africaine, Africa numéro 1, qui officie ici à Malabo, en Guinée équatoriale. M. Samuel Obiang, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également pour ce rendez-vous. Merci, merci. Je le disais, nous aurons 3 ministres qui vont se succéder sur ce plateau. Le tout premier, il est avec nous. Il s'agit du ministre des Finances et du Budget. Il s'appelle M. Miguel Ngonga Obiang Eyang. Cher ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'illustration. Suivez tout de suite un sujet signé Serge Kofi. Réduction du train de vie de l'État, coupure et réduction budgétaire, autant de signes économiques qui montrent que la Guinée équatoriale, comme la plupart des pays exportateurs de pétrole, subit les effets collatéraux de la chute de pétrole. La Guinée équatoriale dispose d'une économie en partie tirée par l'exportation d'hydrocarbures, mais selon certains spécialistes, le pays pourrait moins subir les effets collatéraux de la chute du brut. Por cada 1 millón de barriles que es un tanquero, esperábamos 100 millones de dólares y ahora estamos esperando la mitad. Pour chaque million de barils de pétrole que la Guinée équatoriale exportait, elle espérait recevoir 100 millions de dollars. Aujourd'hui, elle en attend quasiment moins de la moitié, donc cela veut dire que la situation va mal. Mais le cas de la Guinée équatoriale n'est pas aussi catastrophique que ça, parce qu'il s'agit d'un petit pays et fort heureusement, la politique du gouvernement a voulu que les revenus pétroliers financent seulement les projets d'infrastructure. Era que el dinero de petróleo solo estaba destinado a las infraestructuras y que les salaires des fonctionnaires ne dépendent pas du secteur pétrolier et du coup, ce n'est pas tout le monde qui sent ces effets de la chute du cours du pétrole. No toda la población se ve ese efecto, solo a los que están interesados en la macroeconomía. En Guinée équatoriale, la masse salariale provient des impôts et de diverses taxes. La chute des cours de pétrole a marqué un ralentissement dans le secteur des BTP qui occupe depuis quelques années une partie non négligeable de l'économie du pays. L'impact est perceptible à ce niveau et les mesures d'ajustement s'imposent. Simplement diversificar sus economías. Uno. Segundo, hacer un poco de recortes de algunos proyectos que il faut vraiment diversifier l'économie. Il faut des recoupes budgétaires et réexaminer les projets à court terme et selon les priorités, les placer à long terme. Nous sommes convaincus que la situation ne va pas durer plus d'1 an. Simplemente lo pueden reemplazar a largo plazo. Que yo estoy seguro de que ese precio no se va a mantener así. La chute du brut de pétrole devrait peser sur la croissance économique en 2015 en Guinée équatoriale. Mais le nouveau gouvernement reste optimiste. Le pays privilégie aujourd'hui une entrée massive d'investisseurs et met de côté l'éventualité de recourir à des prêts auprès des bailleurs de fonds. Merci à Serge Kofi pour ce sujet. Alors, Monsieur le ministre, j'ai bien envie de vous demander, dans ce contexte de crise mondiale, comment se portent les finances de la Guinée? Merci, Monsieur Babilaz. C'est vrai que à ce jour, il est d'actualité de savoir comment se porte l'économie de chaque pays
en fonction surtout pour les États qui sont producteurs et exportateurs du pétrole. Mais heureusement pour nous, je dis heureusement parce que le plan de développement économique de la Guinée équatoriale date depuis les années 90, 97 précisément, et c'est là où les premières résolutions du futur avaient été adoptées. Et la première que vous venez de suivre dans le reportage, c'était de dire que les recettes sorties de l'exploitation pétrolière seront investies pour le développement du pays dans les infrastructures, dans la technologie. Et que les recettes sorties de l'économie réelle, c'est ça qui financerait les dépenses de fonctionnement de l'État. C'est là cette vision politique que nous la maintenons aujourd'hui, et surtout en plus que à partir du moment où nous avons commencé vraiment à bénéficier des ressources pétrolières, nous avons eu à constituer beaucoup de réserves extérieures, c'est-à-dire les excédents budgétaires n'ont jamais été dépensés à ce moment-là, et que grâce à cette accumulation de réserves budgétaires que nous continuons aujourd'hui à conclure la grande partie des infrastructures, la grande partie des dépenses publiques de l'État pour avancer dans la ligne du plan général de développement. Voilà les premiers éléments que je peux donner sur cet aspect. Samuel Obiang, une question pour le ministre. Oui, monsieur le ministre, comme on venait de suivre le reportage, il y a un économiste, monsieur Agapito, qui est intervenu. Et là, on constate que, par exemple, les recettes pétrolières ont été sacrifiées pour la réalisation des infrastructures. Ce qui veut dire qu'on est un peu loin pour que le secteur de la fonction publique soit touché. Mais ma question serait que sur le plan, au niveau du pays, on constate quand même certains détournements abusifs par certains hauts fonctionnaires. Et ce qui se passe dans l'impunité totale, est-ce que cela ne pourrait pas être dans l'avenir venir déranger avec cette chute du prix du baril? Bien, je crois que peut-être la question serait reformulée d'une autre manière pour que je puisse véritablement comprendre votre objectif. Après, M. Samuel Obiang estime que c'est vrai que vous avez réagi par rapport à la chute du prix du baril de pétrole, mais ce n'est pas que ce fléau qui gangrène l'économie de la Guinée équatoriale. Il y a aussi des détournements, certains cas de détournement. Est-ce que vous avez pris des mesures aussi pour arrêter cela? Dans un premier temps, je crois que dans ce pays, il y a une loi qui est établie et votée pour la lutte contre la corruption, le détournement de fonds publics. Deuxièmement, pour montrer la volonté du gouvernement pour lutter contre ce fléau, il y a ce que vous appelez en français le procureur, un procureur spécialement dédié à la lutte contre la corruption. Un procureur administratif qui a été nommé par l'État pour ce phénomène. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si nous pouvons nous réjouir de ces mesures que le gouvernement a déjà prises pour lutter contre ce fléau, il est quand même vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas inventer et dire que tout a été fait et que la situation est déjà bien normale. Au fur et à mesure où les cas se présentent, au fur et à mesure où l'État avance, on continuerait à renforcer les mesures contre le détournement des fonds publics. D'ailleurs, il y a un décret qui a été adopté au cours de cette année, numéro 135, qui prend en fait des mesures ponctuelles encore pour renforcer la chaîne de recouvrement des recettes publiques. Donc je crois que tous ces éléments réunis pourront nous permettre que d'ici 2-3 ans ou plus, 4 ans, 5 ans après, pour qu'on puisse véritablement dire qu'on est sur la bonne route et essayer de vaincre ce fléau qui n'est pas seulement celui de la Guinée équatoriale. Je crois que beaucoup d'autres pays, même plus développés que nous, sont en train de vivre cette situation.
Monsieur Santiago Ngoa. Bien, señor ministro, buenas tardes. Y yo no sé si lo que le voy a formular como pregunta ya ha sido respondida en su primera intervención, porque he captado bien que el gobierno está desde hace tiempo casi adelantando a los acontecimientos de la recesión económica y ha hecho acopio, como se diría, en el granero. Monsieur Santiago parle très bien français. Pero me gustaría saber, señor ministro, ya que estamos en un programa donde se evalúa un poco qué es lo que se ha hecho, a pesar de esta recesión económica, cómo el gobierno se las arregla para que los funcionarios, otras obligaciones de deuda externa, se paguen regularmente. Hay que reconocer que en este país nunca ha habido una morosidad en cuanto al pago de obligaciones, tanto internas como externas. Digo yo, una vez más, ante la recesión económica que cada vez se agudiza, pero el gobierno está llevando a cabo y cumpliendo sus obligaciones. ¿Cuál es el secreto? Merci beaucoup. Je crois que le secret, c'est en fait une partie de ce que nous avons dit ici, d'avoir avancé le cycle du monde et de l'économie qui, à un moment donné, les indicateurs sont au plus haut niveau, à d'autres moments, ils sont au plus bas. Donc, prévoir ce cycle économique est un exercice normal de n'importe quel gouvernement et d'une entreprise. Et voilà qu'aujourd'hui, avec d'autres mesures que nous avons eu à prendre pour effectivement maximiser le recouvrement des recettes non pétrolières, nous arrivons à tenir le cap. Aujourd'hui, la masse salariale annuelle de 122 milliards, les subventions, toutes les subventions publiques autour de 500 milliards, et cela c'est payable mensuellement. Donc ça fait environ 50 milliards de francs CFA que nous déboursons chaque mois pour les dépenses de salaires et de subventions publiques. Voilà qu'avec un niveau de recouvrement des impôts qu'aujourd'hui on est autour de 800 milliards, nous prenons encore des mesures pour améliorer, puisque c'est vrai, le gouvernement a constaté, comme le journaliste, comme Samuel a posé la question tout à l'heure, de lutter contre le fléau de détournement et de fonds publics. Donc c'est un paquet de mesures que le gouvernement a pris auparavant et qui continue à prendre pour effectivement satisfaire les besoins primordiaux des populations, des fonctionnaires qui sont les salaires, les subventions, etc. Vous avez estimé que vous avez pris un certain nombre de mesures, notamment en vous rabattant sur les réserves qu'il y avait sur les excédents budgétaires. C'est vrai, on ne sait pas jusqu'à quand la crise va durer. Donc, vous n'allez pas, sinon les réserves budgétaires aussi vont s'épuiser. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens pour engranger encore d'autres recettes. Qu'est-ce que vous avez prévu? Monsieur Babila, depuis 2014, même si la crise pétrolière avait donné un signe en 2008, puisqu'on a d'abord connu la chute des prix du pétrole en 2008, mais c'est vrai que cette crise n'a pas été dans le temps durable. Ça a fait quelques 2 ou 3 mois consécutifs, et puis les prix ça a repris. Mais la véritable crise qui perdure jusqu'aujourd'hui a commencé au dernier trimestre 2014, et à ce moment-là, nous étions déjà en pleine période budgétaire pour le budget 2015. À peine arrivé en janvier 2015, le gouvernement a pris à l'avance de réviser le budget, je dirais même avant son entrée en vigueur, puisque c'est en janvier que nous avons révisé notre budget de l'État pour 2015. Donc pour les infrastructures, pour les infrastructures, nous avons diminué à 50%, à plus de 50%, mais comme le secteur non pétrolier
continuer à fonctionner normalement et que c'est là qui couvre les dépenses de fonctionnement, nous n'avons pas touché aux dépenses courantes de fonctionnement. Voilà la première mesure de choc que nous avons eu adoptée en 2015 pour faire face à la crise économique qui aujourd'hui est en train de pénaliser les États et qu'au fur et à mesure que nous avançons, aujourd'hui, il n'y a pas une véritable date butoir pour qu'un économiste quiconque puisse dire que cette crise va terminer à tel moment. Voilà qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, nous prenons encore d'autres mesures pour renforcer le contrôle budgétaire, pour renforcer le recouvrement des recettes non pétrolières et surtout pour la diversification économique. Je crois que nous y arriverons plus tard. En français. Je ne maîtrise pas très bien le français. On va s'essayer. Je veux m'adresser au ministre des Finances. Monsieur le ministre, c'est en relation avec ma première question. Ça a aussi relation avec la question qu'a posée le confrère Samuel sur la lutte contre la corruption. Nous savons, moi-même je le sais, qu'il y a des actions pour lutter ces fléaux, que ce n'est pas exclusif à notre pays. Mais ne paraissez-vous qu'il est important de commencer à donner les noms, les chiffres? Parce que je sais, même on a envoyé au tribunal des gens qui ont détourné des fonds, mais il n'y a pas de diffusion de cet aspect. Le gouvernement ne pense pas que c'est bon de commencer à donner et combien d'argent on récupérait. Donc, M. Santiago dit que vous êtes un peu complaisant quand même avec ceux qui pillent l'économie nationale. Non, je ne dis pas complaisant. Je dis pourquoi il ne diffuse pas. J'ai bien compris son intervention. Il n'y a pas de complaisant dedans. Il est vrai que je suis d'accord avec lui sur l'aspect de la publication de l'information. Et ce n'est pas seulement l'information au niveau des aspects, des éléments juridiques et des perquisitions que nous pouvons, mais aussi, même les indicateurs macroéconomiques, socio-économiques de la Guinée équatoriale sont difficilement trouvables dans les milieux internationaux. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû effectivement à ce système d'informatisation que nous sommes aujourd'hui pris parti dedans pour informatiser l'administration. Mais au-delà de cela, il y a autre chose qu'on vous reproche. Il n'y a pas de cours des comptes. Au niveau de l'administration, on dépense, personne n'est là pour contrôler qui dépense quoi et comment. Non, vous avez, la Cour des comptes est déjà mise dans la Constitution qui a été réformée en 2011. Mais nous sommes en 2016. Mais avant cela, non, vous savez, la mise en place des institutions, des nouvelles institutions, surtout M. Babilas, au moment de la crise, ça demande aussi des efforts financiers qu'il faut trouver quelque part. Vous savez, au même moment qu'on arrive à appliquer cette nouvelle constitution, on a mis en place le Sénat. Ce n'est pas une petite affaire au niveau du budget. Nous venons de mettre en place le défenseur del pueblo. Ça aussi une structure constitutionnelle. La médiation de la République. Qui a son budget. Bon, maintenant, au niveau de la Cour des comptes, à part cela, le Parlement aujourd'hui a pouvoir constitutionnel de fiscalisation au gouvernement. Donc vous voulez dire que le Parlement joue un peu le rôle de la Cour des comptes. Ce n'est pour rien que nous y allons pour présenter l'exécution budgétaire chaque année. Il est vrai, on peut trouver quelques défaillants, mais aucun pays est sorti de cette situation à 100% de ses moyens et de ses capacités de contrôle d'un jour au lendemain. Ou alors, donc il faut du temps, vous voulez dire. Non, nous y allons parce que même au niveau avant la nouvelle constitution, cela a été repris, le contrôle des comptes s'est repris dans la loi des finances.
vous savez, en français, la loi des finances, c'est le budget, alors que pour nous, c'est normalement la loi qui détermine les principes généraux des finances publiques. Cette institution est reconnue à l'intérieur, mais suivant les moyens, les possibilités et la vision Monsieur le ministre, on espère que la prochaine fois, on viendra ici faire une émission, la Cour de comptes sera bien installée, ce soit pour le bonheur du contribuable guinéen. Samuel Obiang, une question pour le ministre. Il nous reste juste 10 minutes d'émission. Oui, monsieur le ministre, je vais aborder un autre aspect. Vous le savez, pour le citoyen lambda, les fonctionnaires sont rassurés, comme vous l'avez dit, mais le secteur privé qui aujourd'hui rencontre un problème de chômage, parce qu'il n'y a plus des entreprises, vous avez réduit la réalisation des infrastructures qui employaient bon nombre des Équato-Guinéens qui sont aujourd'hui restés sans emploi. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez prévu pour Voilà pourquoi il faut d'abord comprendre la situation de la Guinée équatoriale aujourd'hui. Le secteur privé en tant que tel, ce n'est pas celui-là qui souffre de ce problème d'emploi, mais les entreprises qui avaient des contrats avec l'État. Nous avons reprogrammé le délai d'exécution de ce projet, non pas suspendre, puisque nous ne pouvons pas suspendre ni arrêter le train que nous avons déjà pris. Nous avons reprogrammé, c'est-à-dire l'exécution pour un délai plus long des projets qui étaient en cours au moment où nous avons fait l'évaluation en 2013-2014 pour voir à quel niveau nous sommes sur l'exécution des infrastructures. C'est pour cela que le secteur privé, comme vous l'appelez, a souffert et souffre cela aujourd'hui. Mais si vous faites une analyse rétroactive, lorsque nous avons adopté le plan de développement en 2007, il était prévu et prévisable que d'une phase de construction d'infrastructures qui demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de capitaux, à une phase de diversification, d'industrialisation, dont c'est la technologie qui joue beaucoup plus et la construction des infrastructures n'est plus au premier plan. Cette chute, tant au niveau du taux de croissance que de l'emploi, allait arriver. Mais aujourd'hui, la crise nous est survenue entre-temps, parce que sinon on aurait déjà lancé la deuxième phase de diversification, mais malgré cela, nous venons d'attribuer 2 contrats maintenant au niveau de la pêche, très importants, qui sont des emplois permanents, puisque une fois que nous allons lancer l'exécution de ce plan au plus tard, au 1er janvier de l'année prochaine, mais comme la procédure est un peu longue, nous pensons qu'avant la fin de cette année, ces 2 contrats seront déjà en exécution. Par rapport à la dette intérieure, c'est-à-dire que le secteur privé dont on parle, quand on lui doit de l'argent, il ne peut plus faire grand-chose. Est-ce que la dette intérieure, son montant est de combien aujourd'hui? La dette intérieure, son montant aujourd'hui avoisinerait autour de 500 milliards. 500 milliards. Et c'est une dette qui est donc conséquence de la situation dont nous parlons, parce que effectivement, lorsque nous avons imposé et négocié, ce n'était même pas une imposition, parce qu'il fallait négocier avec les entreprises pour qu'elles acceptent que d'une exécution de travaux de 24 mois, passons-le à 48 mois, il faut qu'il y ait une acceptation entre-temps. Entre-temps, ils continuaient à exécuter, entre-temps, ils émettaient des certifications de travaux, et c'est cette certification-là jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas encore confirmées, c'est-à-dire reconnues par les services correspondants. Et c'est là qui est pris pour les entreprises comme la dette intérieure. Monsieur le ministre, il me reste juste 5 minutes d'émission. On posera une question chacun. Moi, ma question, c'est par rapport à la bancarisation du pays. Alors, qu'est-ce qui se fait? Parce qu'on voit que beaucoup de personnes continuent à circuler avec beaucoup d'argent dans leur poche. Il va falloir qu'on arrive à automatiser quand même ou à accélérer cette bancarisation. Qu'est-ce que vous faites dans votre secteur pour accélérer cela? Je ne crois pas que ce soit en tant que tel un problème de bancarisation, mais un problème de mentalité des personnes. Parce que si au niveau de la ville de Malabo, par exemple,
à quelques 500 mètres, on trouve une agence bancaire et on regarde par rapport à la population, le nombre d'ouvertures de comptes est quasiment le double de la population. Donc, c'est nous et l'institution communautaire qui gère la monnaie, qui doit, et les banques parallèlement, avec la participation et l'apport des États, trouver les moyens pour diminuer, diminuer l'apport, le transport d'argent en physique. C'est-à-dire de créer des instruments de paiement qui soient acceptables partout ailleurs. Les centres commerciaux, les entreprises et les mêmes utilisateurs, de façon à ce qu'on puisse diminuer l'utilisation de l'effectif. La bancarisation aujourd'hui sur 18 districts que nous avons, il y a au moins 12 parmi qui sont déjà, dont représentation bancaire est déjà au moins pour une agence par banque. Il resterait des districts, des villes comme Annobon, compte tenu de son emplacement géographique. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Une question chacun, rapidement, des questions courtes, je vous en prie. Monsieur le ministre, nous sommes en train de terminer cet entretien avec vous. L'économie plaît à tout le monde. Que l'avenir pour les citoyens lambda, même pas des citoyens qui ne sont pas lambda. Quand nous accélérons pour l'époque des vaches, comme on dit gros, non? Et finalement, nous sommes, on peut dire, l'époque de la vache grasse, maintenant après la période de vache. Et deuxièmement et brevement, la situation du climat des affaires est bon chez nous? Rapidement, en une minute, Monsieur le ministre. Climat des affaires, je veux commencer par là. C'est vrai que nous avons noté cette situation depuis un certain moment, mais la semaine passée, nous avons signé un contrat avec une agence qui vient nous accompagner pour la mise en place des guichets uniques pour la création des entreprises. C'est crédible au niveau international. Donc, crédible au niveau international. Deuxièmement, sur l'avenir par rapport à la situation économique et éviter la dépendance pétrolière dont nous avons parlé un peu, en disant que prochainement, c'est au niveau dans le secteur de la pêche. Le ministre de la Pêche va venir tout à l'heure. Nous avons une potentialité qui peut quasiment nous oublier le pétrole. Rien que pour ça. Si nous arrivons à développer ce secteur comme il se doit, je crois que nous serions... Merci, Monsieur le ministre. Ça bien la dernière question de cette émission. Oui, la dernière question, comme vous le dites, là, c'est sur l'inflation, Monsieur le ministre. Il y a trop d'inflation dans ce pays, surtout au niveau de la capitale, Malabo. En tout cas, la Guinée équatoriale fait partie des pays les plus chers aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous ne devez pas être content de ça. Je crois que M. Babila, nous avons des informations différentes. Hein. Si nous regardons la situation macroéconomique au niveau de la zone CEMAC, vous verrez que Guinée équatoriale est sortie de 2002 à un taux de croissance à 2 chiffres. Oui. Aujourd'hui, nous avons fini l'année 2015 à 1,7% des taux d'inflation. Je ne sais pas s'il y en a eu mieux au niveau de la zone. Mais ça, c'est les chiffres. Mais dans le quotidien des Équato-Guinéens, quand je vais acheter un fruit de tomate qui me coûte 200 francs, alors que juste au Cameroun à côté, je peux l'acheter peut-être. Mais justement, la raison pour laquelle nous pleurons, nous essayons de développer la diversification. Donc, si nous avons parlé de la pêche, nous devrions parler aussi de l'agriculture si nous avions du temps. Ce programme du gouvernement de l'État... au-delà même des produits agricoles, même le logement aujourd'hui. Le logement aujourd'hui, Monsieur Babila, le logement aujourd'hui, par rapport aux 10 dernières années, le prix de location de loyer s'est diminué à plus de 50-80%. Je n'ose pas contredire les chiffres du ministre, voilà. Mais deux de ses compatriotes sont ici. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si nous arrivons surtout à un taux d'inflation de 1,7%, c'est ce secteur-là, électricité, logement, habillement. Mais la tomate, elle est encore là, je suis d'accord, parce qu'ils font quoi? Ils vont au kiosque pour l'acheter et venir vendre ici à Malabo avec le transport, etc. Mais pour continuer à lutter sur ça,
nous essayons de mettre en place la diversification économique. Merci beaucoup. C'est le temps de dire au revoir à monsieur le ministre, le temps de marquer une pause pour recevoir dans quelques instants le ministre de la Pêche. Vous avez effleuré un peu son domaine d'activité, comme ça il pourra nous développer ce qu'il fait, parce que les équato-guinéens marquent beaucoup d'espoir sur ce secteur qui pourrait peut-être sonner de jours meilleurs pour la Guinée équatoriale. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. Nous revenons dans quelques instants dans cette émission pour recevoir d'abord le ministre de la Pêche et ensuite le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, émission que nous organisons en marge de l'investiture qui va se produire demain ici à Malabo en Guinée équatoriale, d'où nous émettons en direct par rapport à l'élection présidentielle qui a eu lieu le 24 avril dernier, qui a vu le sacre de M. Obiangema Mbassoko qui a été réélu président de la République. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.